Cette vidéo est consacrée à un deuxième exercice sur la dépendance fonctionnelle et le modèle entité-association. Alors, soit l'énoncé suivant. Donc, soit un extrait du dictionnaire des données correspondant à la gestion d'un collège. On a le numéro d'élève, le nom de l'élève, numéro professeur, nom professeur, numéro de la classe, numéro matière, libellé matière, prénom professeur, prénom de l'élève, nombre d'heures. Ensuite, on a les règles de gestion qui sont: un élève appartient à une seule classe, un professeur n'enseigne qu'une matière, mais plusieurs professeurs peuvent enseigner la même matière, le nombre d'heures correspondant à l'enseignant d'une matière pour une classe donnée. Les questions: détecter les dépendances fonctionnelles, détecter les entités, élaborer le modèle conceptuel de données ou bien le modèle entité-association. Avant de passer pour répondre à ces questions, d'abord il faut mettre l'accent sur les règles de gestion. Donc, lorsqu'on dégage la liste des informations, il y a toujours des règles de gestion. Et les règles de gestion ont un impact fort sur soit les dépendances fonctionnelles, soit sur le modèle entité-association. Donc, faites très attention lorsque vous exprimez les règles de gestion. Alors, passons maintenant à la réponse des trois questions. Donc, comme première étape, toujours, il faut élaborer le dictionnaire des données. Donc, voilà maintenant, nous avons quatre colonnes. La première colonne, c'est l'information qu'on a dégagée. La deuxième colonne, c'est l'explication de l'information. Et la troisième colonne, c'est le code. Donc, j'ai dit, au lieu d'écrire l'information d'une manière longue, on peut juste donner un code à l'information. La quatrième colonne, c'est le type. Il s'agit des valeurs permises par l'information. Par exemple, je prends l'information numéro d'élève et pour sa définition, je dis que chaque élève lui attribue un numéro séquentiel. Là, j'explique de quoi s'agit-il au niveau du numéro d'élève, même sur la manière de numéroter l'élève. Donc, c'est un numéro qui s'incrémente d'une manière automatique. Même chose pour numéro de professeur, c'est un numéro qui s'incrémente d'une manière automatique. Alors, pour le cas de numéro de la classe, par exemple, donc là, j'explique comment on va numéroter les classes. Donc, je vais dire il s'agit d'un numéro composé. Donc, vous remarquez, ce n'est pas un numéro qui s'incrémente, mais c'est un numéro qui est composé de la lettre A, c'est à titre d'exemple, qui veut dire l'année. En plus, c'est par exemple, je dis A est suivi de niveau de l'année, c'est première année ou deuxième ou troisième année par exemple, et un numéro séquentiel. Alors par exemple, je vais dire A, c'est la classe A, année, deuxième année, et je vais dire c'est le premier groupe, à titre d'exemple. Donc voilà en ce qui concerne le dictionnaire. Maintenant, passons pour lister la liste des dépendances fonctionnelles. Alors, les dépendances fonctionnelles détectées depuis la liste des propriétés, on a le numéro de l'élève qui détermine le nom, je pense que c'est clair. Le numéro de l'élève détermine le prénom, hein. Le numéro du prof qui détermine le nom du prof. Le numéro du prof qui détermine son prénom, c'est bon. Le numéro de matière, libellé matière. Jusqu'à maintenant, c'est bon. Alors, le numéro de l'élève détermine la classe. Donc, il y a une règle qui dit que un élève appartient à une seule classe. Donc, d'après cette règle de gestion, on vient de détecter cette dépendance fonctionnelle qui veut dire que un numéro d'élève détermine le numéro de la classe. Donc, numéro de matière détermine le libellé de matière. C'est déjà répété ici, c'est pas grave. Numéro de prof détermine le numéro de matière. Il y a une règle qui dit que un professeur n'enseigne qu'une matière. Donc, d'après cette règle de gestion, on a le numéro de prof détermine le numéro de matière. Donc, vous remarquez que les règles de gestion ont un impact fort sur la détermination des dépendances fonctionnelles. Une autre dépendance, c'est que on a le numéro de matière et le numéro de classe déterminent le nombre d'heures. Le nombre d'heures veut dire le nombre d'heures d'une matière pour une classe. Donc, voici les dépendances fonctionnelles d'après la liste des informations. Passons maintenant pour détecter les entités. Ensuite, l'élaboration du modèle entité-association. Alors, les entités sont, donc A, il y a l'élève,
de la classe, la matière, professeur. Alors, il y a quatre entités, ce que vous remarquez. Alors ensuite, passons à l'association. Il y a l'association. Inscrit. Un élève est inscrit à une et une seule classe. Une classe peut avoir un ou plusieurs élèves. Cette association a la cardinalité du côté gauche à A, un N, et la cardinalité à A, il dépend de cette dépendance fonctionnelle qui veut dire que numéro de l'élève détermine numéro de la classe. Un élève appartient à une et une seule classe. Une autre association, c'est entre classe et matière. Donc, une matière est enseignée pour une classe avoir comme enseignement les matières. Donc, une classe peut avoir un ou plusieurs matières. Une matière est enseignée pour un ou plusieurs classes. Ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a un N, un N. Une classe peut avoir plusieurs matières pour enseignement. Voilà. Alors, le nombre d'heures est mise, cette propriété est mise dans l'association, c'est en fonction de cette dépendance fonctionnelle. Numéro de matière, l'entité matière. Numéro de classe, l'entité classe. Les deux propriétés des deux classes déterminent le nombre d'heures. Ce qui veut dire que le nombre d'heures, cette propriété va être mise dans l'association enseignée. Passons maintenant à une autre association. Ce qu'on remarque, c'est une association ternaire, ça veut dire c'est une association qui fait participer trois entités, professeur, matière et classe. Donc, je vais dire qu'un professeur enseigne une matière pour une classe. Je pense que c'est clair. Alors, un professeur enseigne une ou plusieurs matières pour classe. Cela veut dire que un professeur enseigne le français pour une classe 1 et enseigne le français pour une classe 2. Nous avons dit qu'un professeur n'enseigne qu'une matière. Ça, c'est clair. Mais il peut enseigner la matière pour une classe 1 et il peut enseigner la matière pour une autre classe. C'est ça ce que veut dire un N. La matière aussi, une matière, le français est enseigné par un professeur pour une classe et la matière, le français, peut être enseigné par un autre enseignant pour une autre classe. C'est ce qu'on veut dire par N. Une classe, par défaut, a plusieurs matières, ce qui veut dire a plusieurs professeurs. C'est ce qui veut dire un N. Il reste maintenant une dépendance fonctionnelle qui est numéro de professeur détermine la matière, numéro de matière. On n'a pas cette dépendance fonctionnelle dans ce modèle entité-association. Et nous avons dit que parmi les règles, c'est que toutes les dépendances fonctionnelles dégagées, même les dépendances transitives, doivent être présentes sur le modèle entité-association. Donc, cette dépendance va être présente grâce à la contrainte d'intégrité fonctionnelle. La contrainte d'intégrité fonctionnelle veut dire que pour un professeur, il y a une matière. On vient de représenter cette contrainte d'intégrité fonctionnelle pour exprimer cette dépendance fonctionnelle. Attention, d'éliminer cette branche de l'association et de dire qu'un professeur enseigne une matière. Si on élimine cette branche, vous me suivez, je pense. Alors, si on élimine cette branche, on va tomber dans le problème qui est le professeur enseigne la matière et une matière est enseignée pour une classe, mais on ne sait pas le professeur enseigne une matière pour quelle classe. On ne peut pas répondre à cette question-là. Je prends un professeur qui enseigne par exemple les mathématiques, mais on ne sait pas à quelle classe. Donc, cette branche-là ne va pas, si cette branche est éliminée ou bien est absente, on ne peut pas répondre à la question, un professeur enseigne une matière pour quelle classe? C'est grâce à cette branche-là, c'est grâce à cette patte-là qu'on peut répondre à cette question-là. C'est pour ça, l'association enseignée doit être une association de dimension 3. En même temps, on doit avoir cette dépendance, cette contrainte d'intégrité fonctionnelle. En fin de compte, c'est une dépendance fonctionnelle entre les
entités. Et j'ai dit dans les cours que les dépendances fonctionnelles entre les entités, on les appelle contraintes d'intégrité fonctionnelle. Voilà pour la réponse de cet exercice. J'espère que c'est clair et à bientôt.